Bonjour à vous, je vous retrouve pour une vidéo au sujet sensible, la maltraitance invisible des enfants pendant la période de la crise Covid sur les 2-3 ans où on les a obligés à se séparer, à être loin de leurs camarades, à manger séparés dans les cantines, à porter des masques, à se nettoyer les mains plusieurs fois par jour jusqu'aux brûlures, à avoir énormément de peur à porter sans avoir de recours psychologique pour les aider pour une maladie qui était reconnue comme non pédiatrique. Eh bien, ces maltraitances invisibles, institutionnelles, elles n'ont pas été prises en charge et analysées. Et justement, ma maison d'édition ainsi que Sonia Delahaye avons travaillé sur ce sujet. Sonia Delahaye est psychologue spécialisée sur les enfants, mais pas que. Pour cet ouvrage, Ils n'en sont pas morts, sous-titré Regard d'une psychologue sur la maltraitance invisible des enfants. Donc c'est un travail qu'on a réalisé pour donner de la formation à vous, parents, et même à la société de manière globale pour que vous puissiez prendre en compte ce qui s'est vraiment passé, parce qu'on voit bien que les enfants décompensent. Aujourd'hui, ils ont l'impression qu'ils sont réactifs au stress ou autre, mais en fait, c'est pas anodin. Donc je vous laisse avec cette première interview d'une série de 4 interviews avec Sonia Delahaye, où elle nous reçoit chez elle dans son cabinet à Asnières, et je vous invite à vous procurer son ouvrage, qui est de soutenir un travail de fond, toujours pareil, on a besoin de vous pour exister en tant que maison d'édition indépendante sur des sujets aussi sensibles qui ne sont pas médiatisés. Donc cet ouvrage est à 10 euros sur ma maison d'édition exuvie.fr, et vous pouvez le retrouver en coffret avec le livre de Vincent Pavant qui s'attache à lui dénoncer aussi ce qu'il y a au niveau de l'intrusion sexuelle dans les écoles, donc coffret 20 euros avec les frais de port offerts pour ces 2 ouvrages. Et en attendant, je vous souhaite un bon entretien. Sonia, on se retrouve après un premier entretien où on a parlé des maltraitances éducatives, notamment via les propos de Caroline Goldman, mais qui dépasse en fait son propre propos, ses livres ou ses interventions. On sent que c'est un climat un peu global dans la société et qui s'est traduit par des maltraitances, on va dire, sanitaires pour les enfants. On s'est rencontrés pour échanger autour d'un autre livre, mais qu'on parlera un petit peu dans la troisième partie d'entretien. Et ça me semblait important, au regard des échanges qu'on avait pu avoir, de ton expertise, de ton travail préalable que tu avais pu faire avant la crise, que tu puisses faire un opuscule qui dresse un état des lieux, parce que ça n'a pas été fait, sur ce qu'ont pu subir les enfants pendant la période Covid, qu'ils ont pu subir aussi bien dans les écoles que dans les foyers. Il y a un tabou, si ce n'est une omerta, vis-à-vis de ce sujet-là, que ce soit dans les médias, dans les ministères ou dans les professionnels de la petite enfance. Alors on va en parler. Et le but, c'est de montrer que, oui, peut-être qu'il y a des enfants qui ont pu s'adapter, d'où le titre du livre « Ils n'en sont pas morts », mais est-ce qu'il n'y a pas des parties d'eux qui se sont évanouies, un peu endormies et qui sont encore en souffrance? Tout d'abord, j'aimerais que tu nous dises ton engagement auprès des maltraitances éducatives. Tu as fait partie d'associations, tu t'es intéressé à ce sujet-là, donc pourquoi? Et qu'est-ce que tu as constaté de ces associations quand il y a eu des maltraitances sanitaires pour les enfants on va dire, de 2020 à 2022? Donc je vais revenir juste 2 secondes sur les violences éducatives pour pouvoir parler ensuite des violences sanitaires, de mon idée de travailler là-dessus. En fait, je reçois énormément d'adultes, bien plus d'adultes en fait que d'enfants. Et à chaque fois, je reçois des adultes qui sont plutôt très abîmés psychologiquement par l'éducation qu'ils ont pu recevoir, qui est pas forcément une éducation basée sur la violence physique, mais où pour moi, il y a eu des maltraitances invisibles. En France, on reconnaît qu'une seule forme de maltraitance, hein. Il faut que ça ait laissé des traces ou que ça ait été brutal pour reconnaître que la personne a subi de la maltraitance. Je pense que ça amène les gens, les enfants qui grandissent et qui deviennent adultes, à se dissocier complètement de l'enfant qu'ils étaient et à ne plus ressentir en fait parfois de l'empathie envers leurs propres enfants en souffrance, ou vis-à-vis des enfants de la société, puisqu'ils ont vraiment appris à se couper en fait de l'éducation qu'ils ont reçue, puisqu'on leur a dit ce n'était pas de la maltraitance et c'était pour ton bien.
si on t'a éduqué comme ça. Donc on voit que sous couvert d'éducation, on peut faire du mal à l'enfant. Sous couvert de protection de la santé, on va faire du mal à la population. Et puis sous couvert aussi de prévention, on va donner des cours à la sexualité aux enfants qui sont pas des cours finalement de prévention, mais de promotion à, à l'initiation au plaisir sexuel et qui créent des effractions psychiques et donc qui abîment aussi l'enfant. Donc l'idée de mon livre, c'est de parler de ces trois maltraitances invisibles, qui sont donc les violences éducatives, les violences sanitaires et les effractions psychiques liées aux cours sur la sexualité et aussi à tout ce qui est sur les écrans au niveau de la pornographie. Moi, je faisais déjà partie en fait des associations qui luttaient contre les violences éducatives avant que n'arrive la crise Covid. Et lorsque la crise Covid est arrivée, j'ai vu apparaître donc toutes les violences sanitaires et la possibilité en fait chez l'adulte de faire du mal à l'enfant et de ne pas le protéger alors qu'il n'était pas concerné par cette maladie et que c'était incroyable même qu'il ne soit pas concerné. On aurait pu vraiment les épargner, quoi. Et finalement, les associations dans lesquelles je faisais partie ne se sont pas mobilisées contre ces violences sanitaires. Donc ça m'a beaucoup heurtée, je n'ai pas compris. Donc je me suis tournée vers les associations qui luttaient contre les violences sanitaires et qui, elles, souvent n'étaient pas choquées par les violences éducatives. Donc c'est là où j'ai commencé à réfléchir à la notion de maltraitance. Puisque même des collègues psychologues me disaient « Mais non, Sonia, un PCR dans le nez pour un enfant 3 fois par semaine, ce n'est pas de la maltraitance. Porter un masque 8 heures par jour, ce n'est pas de la maltraitance. » Donc toujours sous couvert de protection de la santé ou d'éducation, voilà, on peut vraiment, vraiment faire beaucoup de mal aux enfants. Donc je propose qu'on s'interroge maintenant sur qu'est-ce qui est de la maltraitance et qu'on se mette tous d'accord sur le fait que tout acte qu'on doit poser sur l'enfant ne doit répondre qu'aux besoins de l'enfant et pas aux besoins de l'adulte en fait. On a signé une convention européenne qui stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans toutes nos décisions. Et là on s'est aperçu pendant la crise Covid que ça n'a pas du tout été le cas en fait. On a même demandé aux enfants de protéger les adultes. Ouais, puis de protéger les adultes, et leurs parents et leurs grands-parents, on les a culpabilisés. On se rappelle des spots télévisuels. Je peux pas voir mamie. C'est bon, tu as eu recours à ce traitement expérimental. Tout le monde peut se retrouver dans la joie, tout le monde peut sourire, on peut aller voir papy mamie en EHPAD. Et on a demandé à ce que, presque un chantage, à ce que les enfants protègent les parents, les adultes, alors que c'est censé être l'inverse. Oui, et puis on a transmis plein de choses négatives en fait aux enfants à travers toutes ces violences sanitaires. Ce n'est pas que sur le moment et que les actes sanitaires en soi de manière pratique qui ont fait du mal aux enfants, c'est aussi tous les symboles qu'il y a derrière. Mais bon, je vais peut-être commencer par le confinement, puisque c'est la première chose que les enfants ont subie. On entend beaucoup les adultes qui sont dans le déni, qui disent « Nous, on l'a super bien vécu, on est parti à la campagne, il faisait beau, on a cuisiné, on s'est retrouvés, on a joué aux cartes, etc. » Bon, déjà, ça ne représente pas toute la population, ça c'est ce qui a été mis en avant dans les médias, les gens qui prenaient la fuite vers la campagne. Mais finalement, il y a beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés vraiment dans des logements exigus, qui ont vécu vraiment dans la précarité, avec des parents angoissés, avec les écrans qui tournaient en continu. Donc un grand sentiment en fait d'insécurité est né chez les enfants. Puis on le sait que factuellement les violences familiales ont augmenté, la maltraitance sur les femmes, beaucoup plus de femmes battues, gravement, et puis les enfants aussi qui pouvaient être épargnés de femmes battues, d'hommes battus aussi, parce que ça on n'en parle jamais. D'enfants, oui. Et déjà il faut savoir que il y a déjà un rapport qui avait été fait pour le gouvernement qui expliquait que déjà tous les 5 jours, un enfant meurt sous les coups de son parent. Tous les 5 jours en France. C'est énorme, on n'en parle jamais. On parle de la violence faite aux femmes,
Mais il y a beaucoup plus de violences faites sur les enfants. Il y a beaucoup plus d'enfants qui meurent à cause de la violence. Donc, en sachant ça, on a quand même confiné la population. Donc les enfants se sont retrouvés seuls, avec des parents angoissés, démunis, avec la peur du lendemain, même économiquement. Les parents, beaucoup de parents ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils ne pouvaient plus aller travailler parce que tout le monde ne travaille pas devant un écran d'ordinateur et peut se mettre en télétravail. Ça, c'est complètement dingue aussi de penser que tout le monde a pu travailler à distance. Enfin, il y a des femmes de ménage, il y a des ouvriers, il y a des plombiers. Enfin, il y a plein d'autres métiers que les métiers de banquier où on est derrière un écran. Donc les enfants ont été confinés. Donc pendant le confinement, ils ont été maltraités. Ils ont été mis devant les écrans. Donc ça, on sait que ça cause plein de problèmes au niveau du développement. Donc ça, je l'ai vu notamment chez les enfants de 3 ans qui ont un retard considérable au niveau psychomoteur. Un enfant qui est mis toute la journée devant un écran n'utilise plus ses mains. Donc tout ce qui va être motricité fine n'est plus sollicité. Donc les zones cérébrales motrices n'ont plus été sollicitées pendant plusieurs heures. Un enfant qui est sans écran n'arrête pas de bouger, n'arrête pas de manipuler. Donc là, ils ont perdu énormément. Donc mes collègues psychomotriciennes en fait sont débordées au niveau des consultations. Il y a un retard de langage considérable aussi, ça on en parlera aussi peut-être avec le masque. Donc les orthophonistes sont aussi débordés. Donc il y a eu le confinement. Ils ont été privés du coup des relations amicales, mais aussi de la famille élargie. Et ils n'avaient pas la possibilité aussi, ceux qui vivaient des choses terribles à la maison, de se raccrocher à un tuteur de résilience en fait, puisqu'il n'y avait plus aucun adulte pour les protéger. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais là il n'y avait plus que deux parents, parfois aucun. Aucun des deux n'était, je veux dire, solide. Et certains enfants vivent dans des familles monoparentales. Là, ils étaient encore plus plongés dans l'angoisse du lendemain. Donc, les écrans en boucle, la maltraitance, le fait d'être isolés, privés de leurs amis, de leurs loisirs, puisqu'ils ne faisaient plus de sport. Ça a duré combien de temps? 3 mois, le confinement. Et quand ils sont retournés à l'école, en fait, il n'y a eu aucune cellule psychologique de mise en place. C'était complètement dingue. Ils sont retournés à l'école comme si rien s'était passé. Alors je me permets de te couper, au retour à l'école, ça fait aussi penser à la suite d'un déconfinement, parce qu'il y en a eu plusieurs de confinements, on a tendance à l'oublier, mais il y en a eu plusieurs. Et il y avait eu le fameux cas Samuel Paty, Oui. où là pareil, on a imposé aux professeurs des écoles, dès le primaire, donc les plus petits, à partir de 6 ans, eh bien, d'entendre une histoire assez sordide de professeurs qui étaient décapités sans qu'il y ait d'accompagnement psychologique à cela. Donc déjà la question c'est, est-ce qu'on a consulté les professionnels de la petite enfance au niveau psychologique pour savoir si c'était adapté de parler de ce fait de société qui était extrêmement épineux à des enfants, et dans quel cadre ça doit se faire, et est-ce qu'il y a on va dire un accompagnement postérieur? Évidemment non, mais du coup ça aussi c'était presque mettre une bombe dans Non, les mais écoles des enfants. pour moi, c'était fait exprès, c'était pour faire diversion. C'est-à-dire que c'est arrivé en fait avant les vacances. Donc Samuel Paty, oui, a été assassiné un peu avant les vacances d'octobre, il me semble. Donc ça n'a pas pu être discuté dans les écoles. Donc c'est passé comme ça, c'est bien passé pour les enfants. Et c'est au retour de vacances qu'ils ont décidé d'instaurer le masque pour les enfants dès 6 ans, en même temps qu'ils ont annoncé qu'ils parleraient de Samuel Paty, et voire même dès la maternelle. Donc les parents, effet de panique en fait, ont contacté les écoles, se sont beaucoup inquiétés par rapport au discours qui allait être tenu aux enfants sur Samuel Paty. Et finalement, se sont du coup pas trop inquiétés pour le masque, parce qu'il y avait urgence là par rapport à ce discours. Donc le masque a été instauré facilement de cette manière-là. Et lorsqu'ils sont arrivés, les enfants, on leur a fait un cours
de citoyenneté sur la liberté d'expression avec un masque sur le visage. Donc c'est symbolique et énorme, quoi. Mon fils qui était en maternelle est rentré à la maison et il avait fait un dessin avec un personnage décapité. Alors même que les enseignants ont dit qu'ils n'avaient jamais parlé de ça aux enfants en maternelle. Donc ça s'est diffusé parce que les parents ont pris les devants la veille, se sont inquiétés de ce qu'allait dire, comment ça allait être dit aux enfants et ont parlé à leurs enfants, leur ont expliqué qu'un professeur avait été décapité, etc. Donc ça s'est diffusé comme ça dans les écoles, avant même que les enseignants puissent en parler. Donc, et c'est ce jour-là où ils ont instauré la mesure sanitaire autour du masque. Je me souviens que mon fils, qui était très petit à l'école, est revenu et m'a dit, il y a un maître, appelé comme ça, on lui a coupé la tête parce qu'il avait le Covid. Parce qu'évidemment, lui, dans sa tête, il avait tout amalgamé parce que le masque, donc la peur d'un virus, plus quelqu'un qui a la tête coupée, donc énorme confusion. Et là, on a juste 2 exemples entre nous, mais évidemment, ce sont des milliers d'enfants, millions, pardon, qui ont forcément pris 2 informations extrêmement violentes. On me masque pour quelque chose qui ne me touche pas. Puis il y avait aussi tout ce qui concerne le lavage des mains, Oui. et puis le fait qu'il n'y avait plus d'adultes qui tenaient la baraque dans beaucoup d'écoles avec des états de parano, voire même de psychose autour du moindre jeu où les enfants pouvaient être en interaction. Est-ce que tu pourrais nous détailler les différentes mesures sanitaires et leurs impacts? Parce que toi, forcément, avec les gens que tu reçois en cabinet, tu as dû voir un avant et un après. Bien sûr. Donc en fait, déjà, il y a eu le retour à l'école sans cellule de crise psychologique. Or, comme Monsieur Macron nous l'avait dit, nous sommes en guerre, nous étions en guerre. Donc quand il y a une guerre, quand il y a un attentat, il y a une cellule de crise qui est mise en place automatiquement. Donc là, c'était pas considéré comme quelque chose de terrible finalement, alors que tout le monde parlait de la pandémie. Et puis, donc, les enfants sont arrivés, ils ont dû se masquer, d'abord à l'âge de 6 ans, et puis c'est après, en fait, c'est plus tard qu'on a exigé que ce soit 6 ans aussi, à l'âge de 10 ans, puis 6 ans, masqués toute la journée, avec finalement des punitions, des sanctions, si l'enfant n'arrivait pas à respirer et qu'il baissait un peu son masque. Donc là, on a vu vraiment un sadisme se développer dans l'éducation nationale. Donc c'est comme si on avait donné le droit aux gens, avec la crise sanitaire, de devenir sadiques et durs envers les enfants. Donc il y a eu beaucoup d'enfants en panique. Il y a des enfants qui sont devenus mutiques, qui ensuite ne pouvaient plus parler du tout. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous détailler les symptômes que tu as pu voir? Donc des enfants aussi qui, les plus jeunes aussi ont été touchés, hein, des bébés, le fait de voir des adultes masqués, même si eux ne portaient pas dès la naissance, en fait, on voyait, le premier visage humain qu'ils voyaient, c'était des visages masqués. Oui. Alors que le cerveau chez le petit est programmé à se faire une représentation des visages avec 2 yeux, un nez, une bouche, grâce aux quelques visages qu'il va rencontrer les premières heures de vie. Or, les premières heures de vie, il a rencontré des visages masqués, ce qui fait qu'on a pu voir des bébés ensuite qui étaient effrayés par certains visages, parce que les premiers visages qu'on voit lorsqu'on naît nous permettent de créer un schéma des visages qui va représenter plus ou moins l'ensemble de la population des visages et qui va faire qu'on n'est pas surpris après quand on croise des gens qu'on ne connaît pas. Donc là, on a vu des enfants très angoissés quand ils ont vu les visages, même des assistantes maternelles, dans les crèches, alors qu'ils n'avaient jamais vu ces visages-là. Et ils ont eu du mal à développer le langage. Donc on voit beaucoup de retard de langage, des orthophonistes qui ont reçu beaucoup d'enfants, mais qui les recevaient avec un plexiglas en étant masqués et en demandant à l'enfant aussi d'être masqué, pour les plus grands. Donc ça, c'était délirant aussi. Donc le masque, ça empêche aussi de développer l'empathie, parce que les visages, en fait, on a des mimiques en permanence. Et donc c'est ça qui va faire qu'on apprend à décoder et à s'ajuster en fait dans la communication et à faire qu'on n'est pas des autistes. Donc on repère les mimiques chez l'autre, les expressions de visage, on s'ajuste, on voit qu'on a vexé l'autre,
où on voit que l'autre a de la peine ou est heureux, etc. Et ça nous permet de modifier notre communication, en fait, et notre attitude. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu ces codes-là. Et quand je fais des petits tests autour des émotions, avec des photos de visages, ils n'arrivent pas à décoder, en fait, à reconnaître ces visages-là. Ouais, c'est presque des traits autistiques, au final. Exactement. Donc, on a développé, en fait, du handicap chez les enfants. Il y a des enfants aussi qui, à cause du masque, ne pouvaient plus porter de lunettes, parce que ça a créé de la buée sur les lunettes et un sentiment d'enfermement. Ils préféraient. Il fallait qu'ils enlèvent leurs lunettes, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'enlever le masque. Il y a des enfants qui ont le droit à des jetons de respiration. Donc il y en avait, je crois qu'ils avaient 3 jetons par jour, et ils faisaient en sorte d'économiser leurs jetons au cas où l'envie de respirer se ferait plus forte au cours de la journée. Donc ça, c'est terrible, parce que soit c'est une règle de protection et on estime que le masque est utile et du coup il n'y a pas de jeton de respiration et qu'il n'est pas nocif, soit on estime que c'est dangereux, que l'enfant a besoin de respirer et donc on crée retire le masque. une énorme dissonance cognitive pour les enfants, c'est des injonctions paradoxales, c'est Oui, tu dois absolument le porter, mais tu peux l'enlever 3 fois, et en plus oui. la décision te revient à toi. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est extrêmement lourd, Ouais. ça pourrait être l'adulte qui prend cette charge en disant, bah voilà, là, 3 fois dans la journée, Oui. à telle heure, on va l'enlever. Alors sachant qu'en plus, d'ailleurs, je ne sais plus comment s'appelait cette porte-parole du gouvernement, qui n'a pas duré longtemps, qui a dit que les masques étaient trop techniques à mettre. Sibeth Ndiaye. Et donc, pour elle, c'était très technique. Alors, c'est le cas. Ah, pas faux. Ah, pas tort. C'est le cas. C'est Parce pas faux ce qu'en qu'elle effet, mais sauf que les enfants, ils le touchaient 10 fois par minute. Et en fait, Oui. on sait que c'est changé tous les 4 heures maximum, et que si on le touche, ça doit absolument être enlevé. Les mains chez les alcooliques. Oui. Donc en plus, ça n'avait aucun sens que les enfants ne faisaient que les toucher. D'ailleurs, les professeurs des écoles ne faisaient que le toucher. C'était 1 par jour ou 1 pour 2, 3 jours. C'était le masque en tissu de la semaine, presque des fois. Donc il n'y avait aucune utilité. Donc, et puis sur un masque, où si l'enfant lui venait de lire ce qui est marqué sur la boîte, à partir de 6 ans, il aurait marqué ce masque ne protège pas des virus. Donc ça lui faisait plusieurs injonctions paradoxales. Ça ne sert à pas grand-chose si je le touche. Bon, il n'y a pas d'études qui le prouvent, mais ça, l'enfant ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, je vois bien que tout le monde ne le respecte pas dans la rue, dans l'école, les profs, les surveillants, etc. Donc il y avait des dissonances très fortes, qui faisait encore même plus mal, c'est même si ça n'a pas de sens, il faut que tu te plies et que tu te soumettes. C'est ça. En fait, on a instauré petit à petit la domination et on a mis en place l'impuissance apprise, en fait. On a appris à l'enfant qu'il ne pouvait plus se débattre devant même une situation insensée. Il ne pouvait plus se débattre du tout. Donc, si il tentait de respirer, il était sanctionné. Donc, on touche quand même à un droit fondamental. Alors, sachant qu'en plus, il y avait, moi j'ai le souvenir, donc tu as fait un entretien il y a quelques temps auprès du Médiatoxin avec le professeur Perron, oui. Qui venait présenter une étude sur l'impact de la sous-respiration des faits du masque sur les enfants. Je me souviens très bien que le docteur Louis Fouché, qui est anesthésiste réanimateur, c'est-à-dire dont c'est le métier de travailler sur le volume respiratoire, sa qualité respiratoire, avait fait une vidéo où il présentait ce qu'était l'oxymétrie de pouls. Donc, c'est-à-dire le pourcentage de concentration d'oxygène, et en deçà d'un certain seuil, 95%, ça commençait à avoir des atteintes. Et cette vidéo-là, quand elle est sortie, elle était très pédagogique, et c'est un professionnel de la santé dont c'est le métier quotidien depuis des années, avait été censurée. On a vu qu'il y avait énormément de difficultés à faire des vidéos sur ce qui touchait à l'enfant. J'aimerais que tu nous parles de la difficulté d'interagir avec tes collègues sur ce sujet-là, et pourquoi il y a eu si peu de personnes comme toi qui ont pris la parole. Il y a Marie-Estelle Dupont qui en a parlé, mais toi également, tu étais présente dès le début, dans les manifestations, sur France Soir, mais au final, que ce soit chez les orthophonistes ou chez les psychologues, c'est-à-dire les professionnels de l'enfance, il y a eu presque un silence assourdissant. À ton avis, oui. pourquoi ? Mais parce que c'est ce que je disais, c'est que sous couvert de protection de la santé, tout est permis. Donc, et comme
comme les adultes ont été éduqués dans de la maltraitance invisible, c'est-à-dire que personne n'a jamais reconnu qu'eux-mêmes avaient pu être blessés enfants, même s'ils n'avaient pas été brutalisés ou abîmés physiquement. En fait, ces adultes-là grandissent avec l'idée que tant qu'il n'y a pas d'acte violent, physique qui laisse des traces, ce n'est pas de la maltraitance. Donc même les professionnels de la santé ne reconnaissent pas la maltraitance. Et après, au niveau de l'ordre des médecins, il y a quand même interdiction de parler de tout ce qui est mesures sanitaires. On ne peut pas critiquer le gouvernement. Donc on ne peut pas critiquer ces mesures sanitaires. Et moi, je voulais juste revenir quand même sur les autres mesures qui ont été mises en place, parce qu'il y a aussi l'isolement, c'est-à-dire qu'au moindre petit doute dans la classe, les enfants étaient renvoyés chez eux. Et l'enfant pouvait se retrouver séquestré dans sa chambre par le parent. C'est quand même les conseils qui étaient donnés, c'était d'isoler les gens même chez eux. Donc des enfants que j'ai eus en consultation m'ont raconté en pleurs ce qu'ils avaient vécu pendant le confinement et pendant l'isolement. Donc c'est-à-dire qu'on leur mettait un repas devant la porte et on les laissait enfermés pendant 8 à 10 jours. Avant, ça aurait fait un signalement directement auprès du procureur. Et sauf que là, au nom du Covid, c'était autorisé de maltraiter son enfant. Donc complètement dingue. Et puis on peut redire que ça va, le Covid, ça touche les gens de ça a touché les gens de plus de 84 ans. Oui, ce n'est absolument pas une maladie pédiatrique, il faut le rappeler. Non, aucun enfant n'est mort du Covid. Ouais. Absolument aucun. Et les enfants qui avec sont le morts avec Covid, donc qui avait une leucémie, qui avait... voilà, tout à fait, mais pas du Covid. Donc, et même ceux qui... Donc on va dire en 3 ans, sur une population de 70 millions d'habitants, pas d'enfants morts du Covid. Non. Je crois qu'il y a une vingtaine d'enfants morts avec Covid, donc qui avaient qui faisaient en chambre stérile, par exemple, oui. ou qui avaient un traitement de chimiothérapie. Oui. Sur 16 millions. Donc, il faut remettre les choses donc, c'est important de leur dire. Je pense qu'il faut rester pragmatique, parce que là, on est en train de remettre en jeu quelques mesures possibles, et puis une espèce d'aura de peur, c'est de rester absolument pragmatique sur le Covid, et les enfants ne sont pas touchés. Donc, et on les a culpabilisés beaucoup en disant que c'est des hypertransmetteurs. Il y a eu ce phénomène-là de dire « Ah oui, ils ne sont pas malades, mais ils hypertransmettent, donc il faut vraiment les mettre de côté pour protéger les adultes, encore une fois. » Ouais. Et donc, il y a eu les PCR aussi. Donc, PCR, déjà, c'est très violent. C'est vraiment très violent. On se demande pourquoi il faut enfoncer si loin. Enfin, non, comme ça permet de faire mal et on n'a plus envie de le faire. Parce que quand on dit que les enfants n'ont pas été obligés de se faire vacciner, c'est complètement dingue de tenir ce discours-là. Puisque les enfants, à partir de 12 ans, avaient obligation d'avoir le pass sanitaire. Donc l'enfant, soit il se faisait vacciner, soit il faisait un PCR toutes les semaines. Les enfants aussi qui étaient scolarisés avaient obligation de faire des PCR parfois jusqu'à 3 fois par semaine pour pouvoir retourner à l'école si jamais il y avait eu un cas Covid. Ou pour aller voir les grands-parents, certains avaient l'idée de leur faire passer des PCR. Et j'ai même eu une mère qui m'a dit « Mon enfant a 11 ans, pour aller à un anniversaire, une mère demande à ce qu'il fasse un PCR. » Comme il a 11 ans, je lui ai demandé de choisir, de décider s'il faisait un PCR ou pas. Et donc, je trouve ça très inquiétant parce qu'on est en train de transmettre à l'enfant que même si un acte est douloureux, n'est pas utile, il va devoir le faire pour que des portes s'ouvrent. Il va devoir porter atteinte à son propre corps pour que des portes s'ouvrent, quoi. Donc ça, c'est très inquiétant, quoi. Alors on finit sur cette note un peu sombre comme l'est un petit peu la couverture de ton livre. Donc je rappelle, Ils n'en sont pas morts, dans lequel tu reviens en détail sur ces mesures-là, mais pas que, sur les maltraitances sanitaires, on l'a vu, les maltraitances éducatives et également l'entrisme de la sexualité dans les écoles, donc qui est un sujet évidemment important. Donc c'est un petit livre, vraiment à destination des parents. Il est nécessaire que bien chacun sache ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les écoles et ce qui a pu se passer dans l'intimité des foyers, avec un regard, c'est pas de dire bon c'est bon ils ont survécu donc c'est bon, c'est quel citoyen pour demain et comment vont se développer nos enfants. Merci Sonia. Merci. Voilà, je rappelle ton livre disponible aux éditions Exuvie
et n'en sont pas morts. À très bientôt. À bientôt.